Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Foot Vertical. On attaque le débrief de Angleterre-Argentine pour aujourd'hui avec pas mal de choses à dire. Une Argentine qui a été menée jusqu'à la 85e minute et qui refait le coup de ce qu'elle nous a proposé contre l'Égypte. D'abord, on va rapidement résumer le match. Donc, match à Atlanta avec une première mi-temps hyper hachée, des duels partout, très peu d'occasions. On a un coup de tête de Stones qui donne rien, une frappe d'Enzo qui donne pas grand-chose non plus. Et donc une première mi-temps où on a plus vu les joueurs s'invectiver plus que produire du foot. On attaque tout de suite la deuxième mi-temps parce que ça sert à rien de s'épancher sur la première. Deuxième mi-temps et d'entrée, Pickford qui réalise un double arrêt monstrueux devant Alvarez. En plus, j'étais agréablement surpris pendant toute la compétition de son jeu au pied, qui est plutôt bon. Il est assez sûr. On sent qu'il dégage énormément d'assurance et ses relances sont plutôt bonnes. 55e minute, Gordon qui ouvre le score sur une attaque rapide. Harry Kane trouve sur le côté droit Rodgers qui va centrer et Gordon il va devancer Nahuel Molina de manière assez rapide et donc tuer le gardien puisque le gardien peut rien faire. La suite du match, c'est la 72e minute et pour moi c'est l'un des tournants du match. Tuchel décide de changer un peu son 11 en sortant Gordon et Rice pour faire entrer deux défenseurs, Konsa et Burn. Bon après Konsa c'est pour jouer latéral droit et faire remonter Reece James. Burn c'est pour avoir un soutien supplémentaire en défense centrale. Du coup ce qui se passe après ces changements, c'est que l'Angleterre se retrouve à reculer, plus de liant dans le jeu. Il fait une petite Coupe du Monde Rice, mais ça reste quand même un lion assez fort entre la défense et l'attaque. Il porte beaucoup de ballons, c'est un des joueurs qui gagne le plus de mètres sur le terrain et le retirer, c'est retirer ta capacité à remonter le ballon et à partir de là les Anglais se sont mis vraiment à jouer très très bas. On a d'ailleurs vu pas mal Harry Kane qui est l'attaquant de pointe qui redescendait au milieu de terrain voir qui aidait ses défenseurs, ce qui est pas bon dans une équipe comme l'Angleterre parce qu'au Bayern il le fait, il redescend au milieu de terrain, mais le Bayern a tellement de joueurs offensifs sur le terrain qu'il peut se le permettre. Il va avoir des Olysée, des Gnabry qui vont plonger dans la surface en Angleterre, à part Bellingham. J'ai trouvé que c'était très, très léger. Gordon, hormis son but, on l'a rarement vu dans la surface de réparation. Et Rodgers, c'est un vrai milieu de terrain, quoi. Il marque pas mal de buts, mais je sais pas, là dans les consignes en tout cas, ça donnait pas l'impression que pour les attaquants et les milieux de terrain anglais, il fallait dépasser ses fonctions. Et donc, du coup, ça donnait un no man's land devant côté anglais, qui était un peu dangereux. Et ce que tout le monde imaginait autour de la 70e s'est produit, puisque 85e minute, Messi trouve Enzo à l'entrée de la surface qui décoche une superbe frappe qui permet d'égaliser. Et 90+2, un centre parfait de Léo Messi à nouveau, et Lautaro qui crucifie Pickford. Messi du coup double passeur décisif pour ce match. Il n'aura pas marqué, mais il aura été encore décisif, et donc c'est la 6e demi de Coupe du Monde pour l'Angleterre dans son histoire, et sur 6 demi-finales de Coupe du Monde, c'est 6 victoires. Et l'un des gros sujets qu'on va aborder sur ce match, c'est Tuchel et ce qu'il a fait pendant ce match, puisque c'était vraiment catastrophique. Eurosport a qualifié ça de frilosité effarante. West France a déclaré que Scaloni a étalé Tuchel. Et donc Tuchel s'est enfoncé dans une erreur qui était impardonnable, puisqu'il a tenté de bunkériser son but. Il a ouvert le score et il s'est dit que ça va tenir. Il a pas regardé les scénarios des matchs précédents où il pouvait surestimer l'Angleterre parce que l'Angleterre est plus forte que ce que l'Argentine a joué avant, mais il s'est égaré et il a permis à l'Argentine de renouveler un scénario qui était écrit d'avance. On se rappelle que le Cap-Vert, à chaque fois qu'ils égalisaient, après le Cap-Vert, ils ont des circonstances atténuantes, ils pouvaient pas produire plus, mais ils défendaient. L'Égypte s'est complètement fourvoyée et a tué son match en menant 2-0, en se laissant complètement de jouer. Même scénario avec la Suisse qui menait 1-0 et qui a essayé de défendre son avantage, et donc l'Angleterre rejoint ses équipes. D'ailleurs c'est assez fou parce que je regardais un petit peu le tableau des Argentins. Cap-Vert, c'est le but de la victoire à la 111e minute. Ensuite on a eu en 8e de finale l'Égypte où ils sont menés jusqu'à la 79e minute et ils plantent 3 buts. Le but de la victoire à la 92e minute. Contre la Suisse, le but de la victoire à la 112e minute.
Et là, contre l'Angleterre, le but de la victoire à la 92e minute. L'Argentine a très peu mené au score pendant ces matchs à élimination directe. Beaucoup de buts de la victoire à moins de 10 minutes de la fin du match. Et donc là, les Anglais leur ont offert la possibilité de reproduire le scénario. Une des stats qui est assez incroyable pour l'Argentine, c'est que ils sont sur 13 matchs consécutifs avec plus de 2 buts. Voilà. L'Espagne est au moins prévenue, même si l'Espagne, ça va être un super match, et là on en parlera dans une prochaine vidéo, mais l'Espagne c'est une défense assez incroyable, et donc on verra comment l'Argentine va réussir à trouver des solutions, mais l'Argentine c'est minimum 2 buts par match depuis 13 matchs d'affilée en Coupe du Monde, donc penser qu'à 1-0 on a des chances de verrouiller et de finir le match, il faut éviter. Une chose assez marrante à relever, c'est la leçon finalement de Rudy Garcia en 16e de finale, qui avait déclaré on sait comment ça se passe avec ces équipes là quand elles mènent. Voilà, ça s'applique aussi à l'Angleterre, puisque finalement ça a été un peu le même scénario, mais là l'Angleterre a vraiment poussé à l'extrême le côté pour tenir le score en faisant rentrer des défenseurs dans tous les sens. Et d'ailleurs, fin de match, j'ai retrouvé un peu l'Angleterre des années 80, c'est-à-dire Pickford qui balançait des longs ballons sur Dan Burn pour faire des déviations de la tête. Dan Burn et son double maître qui était en fin de match là pour essayer de dévier le ballon et apporter des solutions supplémentaires, parce que dans le jeu de toute façon l'Angleterre n'arrivait pas. Et là c'est encore un des sujets sur lesquels j'en veux énormément à Tuchel, c'est que il avait 2 ailiers de débordement qui sont bons, ils ont leur force, leur faiblesse, mais concrètement ils sont bons, d'autant qu'il y en avait un qui revenait bien et qui a fait un super match au tour précédent, et les deux n'ont pas joué une seule minute. Je parle évidemment de Madueke et de Saka. Et Saka, je l'ai trouvé excellent sur le dernier match, et j'arrive pas à comprendre comment il n'a pas pu jouer une seule minute au cours de ce match. Surtout qu'en face, c'est quand même Tagliafico, le mec qui pète des câbles. Le mec qui va te faire des fautes dès qu'il va être dépassé, et qui est capable de câbler à tout moment et de se prendre son rouge. Donc c'est vraiment incompréhensible. Voilà, l'Angleterre, 60 ans après, il n'y aura pas de deuxième finale. Et c'est encore l'Argentine qui les punit dans cette Coupe du Monde. Bon, et on attaque sur le sujet Messi à présent, puisqu'on est obligé de parler de ce joueur. C'est tout simplement incroyable ce qu'il réalise à 39 ans. Enfin, 39 ans. C'est vraiment un joueur éternel. C'est très probablement, mais avec lui on peut jamais dire jamais, c'est très probablement son dernier mondial. Il réalise 2 passes décisives encore ce soir. Il a 8 buts, il est le 2e meilleur passeur du tournoi. Des stats effarantes. Quand on l'a vu gagner sa Coupe du Monde il y a 4 ans, on s'était dit que c'était l'apothéose de sa carrière et qu'il pouvait partir l'esprit tranquille à 35 ans. Mais je le trouve encore plus fort qu'il y a 4 ans, c'est pour dire. Techniquement, c'est Messi, quoi, il est sûr. Il a un pied gauche qui est tout simplement exceptionnel. Il peut mettre le ballon où il veut. Il a toujours de la vivacité et même physiquement, je le trouve incroyable. On l'a vu un moment entre 4 Anglais tenir sur des charges. Messi, déjà, c'est un peu un joueur qui est sous-coté sur cette partie-là. C'est que il est petit, il est frêle, mais c'est un mec qui tient vachement sur ses pieds et qui est très difficile à bouger. La comparaison n'est pas raison, et il faut pas prendre cette comparaison comme si que je disais que ce joueur c'est l'équivalent de Messi. Mais en France, on a eu un joueur, Eric Carrière, qui était un peu dans le même style, où il était frêle, tout maigrichon, et en fait il était quasiment impossible à bouger. Il était tout le temps sur ses pattes, et il pouvait prendre des coups, il pouvait être poussé, il pouvait être sous pression, c'était impossible de le faire tomber. Et Messi, il a ça en plus de toutes ses autres qualités, et donc c'est assez incroyable. Moi je suis complètement sous le charme de ce qu'il réalise pendant cette Coupe du Monde. Et s'il y avait une raison pour laquelle je voudrais que ce soit l'Argentine qui gagne la Coupe du Monde, c'est Léo Messi. Je pense qu'aujourd'hui, Messi, il a sa table. Il y avait sur RMC, il parlait l'autre fois de table par nation.
pour chaque pays quelles seraient les tables entre table VIP, table médium, etc. Moi je fais ma table mondiale et en fait j'ai la table VIP, j'ai Messi et c'est tout. Les comparaisons n'ont plus lieu d'être avec Ronaldo. Messi ce sera une légende au-dessus de Maradona dans les yeux des Argentins et pourtant c'était pas gagné. Avant la Coupe du Monde il y a 4 ans et pendant très longtemps Messi, c'est vrai que ça remonte et du coup peut-être qu'on s'en rappelle plus, mais Messi il était traité par les supporters comme étant un faux Argentin, dans le sens où il était arrivé à Barcelone très très jeune, il réalisait des choses incroyables avec Barcelone et en équipe d'Argentine ça transformait pas et l'Argentine n'arrivait pas à réaliser des grandes coupes du monde, donc ou ne gagnait pas du moins. Et là, Messi, en l'espace de 4 ans, 6 ans, c'est devenu un dieu pour les Argentins, parce que ce soit sur la scène mondiale, mais aussi sur la scène sud-américaine, il leur a fait tout gagner. Et donc voilà, moi je suis admiratif de ce joueur, c'est pour ça que j'en fais 4 minutes dessus, parce que franchement, voilà, c'est le joueur. Je pense que quand on est petit à la cour d'école et qu'on se dit quel type de joueur on voudrait être, on voudrait tous être Messi. On voudrait tous avoir la patte de Messi. Bon, moi je suis gaucher, donc en plus ça colle bien, mais on voudrait tous avoir le pied gauche de Messi. On voudrait tous avoir la technique de Messi, l'intelligence de jeu de Messi. Donc ouais, je pense que c'est le joueur parfait. Et on arrive à présent sur le duel qui va nous faire rêver entre l'Espagne et l'Argentine pour cette finale de Coupe du Monde qui devait déjà avoir lieu il y a 4 mois, puisque les deux pays devaient jouer la finalissima qui a été annulée finalement. Et donc, reporté plutôt. Et donc là, les deux pays vont se retrouver pour la finale de la Coupe du Monde avec des crossovers assez intéressants concernant les effectifs, puisque Scaloni, l'entraîneur de l'Argentine, c'est une figure emblématique du déport. Du déport de fin des années 90, début des années 2000. Un joueur qui a beaucoup compté dans les super beaux parcours de ce club au cours pendant ces 10 années. Donc voilà, c'est Scaloni qui retrouve les Espagnols. Messi, je pense que c'est même pas la peine d'en parler. 17 ans je crois à Barcelone. 17 ans en tant que joueur professionnel à Barcelone, 23 ans, parce qu'il est arrivé à 12 ans je crois, il est reparti à 35, donc 23 ans avec une licence FC Barcelone. Donc là c'est un peu le crossover parfait entre ce match et les petites histoires qui peuvent se raconter. Après il y a quelques joueurs encore qui sont dans l'effectif de l'Argentine et qui ont une petite histoire effectivement avec l'Espagne. On a Julián Álvarez en attaque qui joue à Atlético Madrid. On a Giuliano Simeone, fils de Diego Simeone, à l'Atlético Madrid aussi. Voilà, on a quelques joueurs comme ça, Thiago Almada. Sur l'effectif, il y a Thiago Almada également, Lo Celso, Molina. Et évidemment, après, c'est pas les joueurs vedettes actuels, mais voilà, je pense que les deux gros noms sur ce sujet-là, c'est Messi, Scaloni, l'entraîneur et la star, qui ont une histoire particulière avec l'Espagne. Et donc, à côté espagnol, je pense que tous les Barcelonais de l'effectif espagnol, et en premier lieu on pense à Lamine Yamal, mais pour moi tous les Barcelonais doivent vouer un culte incroyable envers Léo Messi, puisque la plupart des joueurs de Barcelone, Yamal, Pedri, même si Pedri n'est pas formé à Barcelone en soi, mais il y a quand même l'esprit Barcelone, Gavi, Olmo, Cubarsí, c'est des mecs qui sont jeunes, qui ont entre 19 et 23 ans. Ça veut dire que quand ils ont commencé à regarder le foot, c'était peut-être il y a 10-12 ans, les premières images de Barcelone, c'est Messi quoi. C'est Messi, la star, et celui qui faisait remporter les titres à Barcelone en Ligue des Champions, avant le downfall compliqué autour de 2015-2016 où là Barcelone n'arrivait plus à passer les grosses équipes, mais ouais, non, je pense que c'est un match particulier pour tous ces joueurs-là. Et donc, la finale, on se retrouve, ce sera dimanche. On essaiera de faire une petite présentation avant, force, faiblesse, un peu le classique. Voilà, en attendant, portez-vous bien, et puis on se retrouve donc ce week-end pour une présentation du match, et très certainement lundi pour un long débrief.